Les fantômes existent et on a des tas d'éléments pour le prouver. Enfin, ça, c'est ce qu'on nous raconte dans le film Conjuring 2, le cas Enfield, qui, effectivement, est tiré d'une histoire vraie. Bon, les films de fantômes, ça fonctionne toujours extrêmement bien au cinéma, et si vous y regardez de plus près, on nous les vend souvent comme étant tirés d'une véritable affaire. Amityville, Le Dernier Rite, Requiem, de nombreux films de fantômes s'inspirent de faits divers horrifiques pour attirer le public dans les salles obscures. Et c'était déjà le cas pour le premier Conjuring, sorti en 2013, qui racontait l'affaire de possession de la famille Perron, dans laquelle les époux Ed et Lorraine Warren sont intervenus en 1971. Et quand un film remporte un tel succès, il est naturel qu'une suite voit le jour. C'est ainsi qu'en 2016, les fans ont pu découvrir Conjuring 2, le cas Enfield. Ouh. Le film nous emmène dans la banlieue nord de Londres, précisément dans le borough d'Enfield. C'est ici que réside la famille Hodgson, une famille ordinaire composée de Peggy, la mère, et de ses 4 enfants, Billy, Johnny, Margaret et Janet. C'est d'ailleurs autour de cette dernière que l'histoire prend une tournure des plus sombres. Imaginez, réveil en pleine nuit, des bruits mystérieux qui percent le silence, des meubles qui se déplacent de manière inexplicable, diffusion en boucle du dernier morceau de Nolwenn Leroy, le malaise s'installe progressivement dans cette maison en apparence banale. Alors que l'affaire déchaîne la presse, le couple Warren décide de se rendre sur les lieux pour mener leur propre enquête. Dans un premier temps, ils pensent que les manifestations étranges sont liées au fantôme de Bill Wilkins, l'ancien propriétaire de la maison. Mais au fur et à mesure, Ed et Lorraine commencent à entrevoir quelque chose de bien plus sinistre et démoniaque tapi dans l'ombre. Malgré la terreur qui règne dans la maison, le couple Warren reste prudent dans leurs conclusions, sachant que qualifier les événements de paranormaux pourrait mettre en péril la réputation de l'église. La presse, quant à elle, soupçonne un canular et affirme que la famille Hodgson a inventé toute cette histoire pour attirer l'attention sur elle. La situation atteint son paroxysme lorsque les Warren surprennent Janet en train de manipuler des couverts pour simuler une nouvelle attaque de l'entité. Dans l'embarras, les Warren se voient contraints de quitter Londres. Mais grâce à la magie de la facilité scénaristique, Ed Warren a l'idée de croiser les enregistrements sonores qu'ils ont collectés. Il découvre ainsi que le fantôme de Bill Wilkins est en réalité prisonnier d'une entité démoniaque beaucoup plus puissante, et la seule solution pour s'en débarrasser est de prononcer son nom. Ah, mais comment le connaître, hein? C'est impossible! Par chance, dès le début du film, Lorraine a une vision troublante où elle entre en contact avec une entité démoniaque qui se présente sous la forme d'une nonne. Cette entité maléfique lui souffle son nom, Valak. Lorraine, t'es pas attentive là, hein. Concentre-toi un tout petit peu. Parce que si on n'est pas aussi aveugle que nos protagonistes, on remarque que le nom Valak est quand même assez visible dans la décoration. On est à peu près au même niveau de subtilité qu'un panneau en néon qui indique « Coucou, c'est moi, je m'appelle Valak » en plein milieu du salon. Bref, le couple finit par se débarrasser du démon et sauve la famille Hodgson, mettant fin à ce qu'on appelle l'affaire du poltergeist d'Enfield. Comme quoi, eh bien, c'est toujours pratique de connaître le nom des gens. Comment je m'appelle? Dis mon nom, salope! Michel. Revenons à nos démons, s'il vous plaît. L'affaire commence en 1977. Peggy Hodgson habite au 284 Green Street à Enfield, dans la banlieue nord de Londres, et élève seule ses 4 enfants, Billy, Janet, Margaret et Johnny. Dans la nuit du 31 août, l'atmosphère paisible de la maison est brusquement perturbée. Des bruits inquiétants retentissent dans la chambre de Janet et Johnny. Inquiète, leur mère décide de monter jusqu'à ce qu'une commode se mette à bouger toute seule. Selon ses dires, lorsqu'elle a essayé de la remettre en place, elle semblait retenue par une force invisible. Ou alors, faut vraiment qu'elle aille pousser de la fonte. La famille se précipite alors chez les voisins pour qu'ils viennent jeter un œil à la maison. Des bruits étranges semblent émaner des murs, mais leur origine reste un mystère. Peggy Hodgson décide alors d'appeler les autorités pour qu'ils viennent constater les événements. Caroline Hibbs, policière, affirme alors avoir entendu des coups provenant des murs et a même été témoin d'un fauteuil qui bougeait sans qu'aucun film ou système de manipulation ne puisse être identifié. Malheureusement, les forces de l'ordre se trouvent impuissantes face à ces manifestations surnaturelles et décident de battre en retraite. Cependant, les phénomènes bizarres continuent de plus belle, poussant Peggy Hodgson à solliciter l'aide du Daily Mirror qui envoie un journaliste et un photographe sur place.
Et quand des briques de Lego commencent à voler à travers la pièce, vous savez que ce n'est pas une simple farce de mauvais goût. Le journal fait alors appel à Maurice Grosse, membre de la Society of Psychical Research, pour enquêter sur ces événements déconcertants. Si les premiers jours sont plutôt tranquilles, à partir du 8 septembre, les manifestations prennent de l'ampleur, en particulier autour de la jeune Janet, âgée de seulement 11 ans. L'affaire fait alors la une du Daily Mirror, incitant Guy Lyon Playfair, également membre de la SPR, à se joindre à son collègue sur le terrain. Pendant de longs mois, experts et journalistes tentent de documenter ces manifestations paranormales avec des appareils photos, des enregistreurs et des caméras. Cependant, l'ironie de la situation veut que les appareils de Grosse et Playfair tombent systématiquement en panne au moment crucial. Comme c'est bizarre! Oh, alors? Plus les mois s'écoulaient, plus l'activité paranormale semblait prendre de l'ampleur, atteignant des sommets inquiétants comme l'arrachage d'une cheminée du mur. Mais parmi toutes ces manifestations étranges, l'événement le plus troublant reste la possession de la jeune Janet par une entité qui se fait appeler Bill. Maurice Grosse et Guy Lyon Playfair se sont lancés dans une quête pour entrer en contact avec cette mystérieuse entité et en apprendre davantage sur elle. Et ce qui va le plus les intriguer est que la voix s'exprime à travers la bouche de la jeune fille sans que ses lèvres ne bougent. Moi aussi je peux le faire, hein. Non mais vraiment? C'est ça ta blague? Tu me fais honte! L'entité, qui se fait appeler Bill, livre des détails troublants sur son passé. Il prétend avoir habité cette maison et serait mort d'une hémorragie cérébrale dans son fauteuil. Maintenant, il est de retour, bien décidé à chasser les occupants de sa demeure. Il va même jusqu'à faire léviter Janet de son lit, sans le moindre égard pour sa tranquillité. Mais plus le temps passe, plus la voix de Bill devient présente. Les deux experts tentent des méthodes plutôt inhabituelles pour faire taire Janet, allant jusqu'à la bâillonner avec du scotch, remplir sa bouche d'eau, ou même enrouler une écharpe autour de sa tête. Moi je dis qu'on a du bol qu'il soit pas allé chercher du côté des accessoires BDSM. Cependant, rien ne parvient à faire taire cette voix, qui semble parfois se manifester même lorsque Janet n'est pas à la maison. Les événements étranges continuent à se produire de manière spectaculaire. Un passant dans la rue prétend même avoir vu Janet léviter dans sa chambre avec des objets volant dans tous les sens, puis être projetés contre la fenêtre. Mais alors que l'affaire devient de plus en plus médiatisée, différents experts et médiums se joignent à l'enquête. Parmi eux, la psychologue Anita Gregory, dont les conclusions pointent vers un canular, et les célèbres époux Ed et Lorraine Warren, dont l'implication suscite controverses et débats. Les Warren, bien qu'ayant enquêté sur la maison en 1978, ont été critiqués pour leur possible motivation financière. Ed Warren a toujours affirmé avoir participé à un exorcisme qui aurait chassé les entités de la maison. Mais les versions divergent et la vérité reste entourée de mystères. Cette histoire de possession est même devenue une véritable bataille entre deux camps bien distincts. D'un côté, nous avons les croyants, ceux qui soutiennent mordicus que les phénomènes sont authentiques. Ils avancent toutes sortes de preuves qu'ils ont soigneusement rassemblées au fil du temps. Et de l'autre, nous avons les sceptiques, ceux qui scrutent chaque détail à la loupe à la recherche d'incohérences, prêts à démonter les preuves qui leur sont présentées. Les fameuses photos de lévitation de Janet, par exemple, sont l'objet de débats houleux. Pour certains, elles sont la preuve indéniable d'un phénomène surnaturel, tandis que d'autres soutiennent qu'on y voit simplement une jeune fille en train de sauter. De plus, il est difficile d'ignorer les allégations selon lesquelles Janet aurait été surprise à plusieurs reprises en train de mettre en scène ces phénomènes. Tordre des cuillères ou une barre de fer soi-même, taper le plafond avec un balai ou même cacher un enregistreur audio ne contribue pas vraiment à renforcer la crédibilité de l'affaire. De plus, il est noté que Janet et Bill avaient cette étrange habitude de constamment changer de sujet, ce qui a suscité des doutes quant à la sincérité de leurs déclarations. Et pour couronner le tout, lorsque les deux jeunes filles ont finalement admis avoir fait une blague aux journalistes, Maurice Grosse et Guy Lyon Playfair leur ont fait revenir sur leur confession, ce qui ajoute une couche de mystère supplémentaire à cette affaire controversée. Ou sinon, ils allaient juste passer pour des cons. Après 2 longues années d'activité paranormale, les phénomènes se sont finalement arrêtés d'eux-mêmes, laissant derrière eux une série de questions sans réponse et aucun consensus général sur leur nature réelle. Les théories qui circulent sont diverses. La première suggère qu'il y a bel et bien eu des phénomènes paranormaux dans cette maison, faisant de cette affaire le cas le plus documenté de ce genre. La deuxième hypothèse avance que tout cela n'était qu'un canular et une manipulation orchestrée dans le but d'attirer l'attention.
Une autre perspective met l'accent sur les problèmes familiaux au sein de la famille Hodgson, tels que les difficultés financières, des conflits internes et le stress. Selon cette théorie, les membres de la famille auraient surréagi face aux événements en raison de ces facteurs. Un peu comme la nuit, quand vous êtes dans votre lit et que vous imaginez qu'il y a une sorcière dans un coin de la pièce. Vous avez beau être très terre à terre, eh bien, votre cerveau va partir en vrille et vous poussez à allumer la lumière. Et là, boum! Il y a effectivement une sorcière dans un coin de la pièce. Certains ont avancé que ces phénomènes étaient le résultat d'effets psychologiques et psychosomatiques provoqués par l'anxiété, le stress ou des problèmes émotionnels. Ces conditions auraient pu conduire les membres de la famille à expérimenter des illusions et des hallucinations. Une dernière hypothèse propose que tout ait été déclenché par l'influence médiatique au début de l'affaire. Selon cette théorie, la famille Hodgson et les experts auraient monté l'affaire de toutes pièces, et les témoins et autres participants auraient été influencés par ce qu'ils ont lu dans les médias, contribuant ainsi à la propagation rapide de l'affaire. Moi j'ai ma petite théorie. Les événements se sont déroulés dans la nuit du 31 août, quelques jours avant la rentrée. Janet n'avait juste pas envie d'aller à l'école, et elle a inventé toute cette histoire avec sa sœur. Et au fur et à mesure que les mensonges s'accumulaient, elles se sont enfoncées dans cette mascarade. Et plus les gens y croyaient, plus il était difficile de raconter la vérité. Mais au lieu de faire des théories foireuses, on va plutôt s'intéresser à la manière dont James Wan s'est emparé de cette histoire pour son film Conjuring 2, le cas Enfield. Et ce qui va être important, c'est de noter à quel point le film reste fidèle à l'histoire réelle du poltergeist d'Enfield, tout en introduisant de nouveaux éléments purement fictifs qui ajoutent toute cette touche hollywoodienne. Il ne faut pas oublier que, avant tout, Conjuring 2 est un film d'horreur qui cherche à effrayer le public. Après une brillante introduction qui se déroule pendant l'affaire d'Amityville, le film nous présente la famille Hodgson, composée de Peggy et de ses 4 enfants, dans la région d'Enfield. Cependant, il est important de noter que l'histoire réelle se déroule au 284 Green Street, et non au 619 comme le montre le film. Après quelques recherches, on découvre que les plans extérieurs de la maison et du quartier ont été tournés au 33 Graham Road, situé à Enfield. Pour les besoins de la production, une plaque de rue et un numéro de maison, en l'occurrence le 619, ont été créés. Et la question est, pourquoi ce numéro ? Si on devait donner une raison simple, le changement de numéro de rue en 619 dans le film aurait pour but d'éviter d'inciter les spectateurs à se rendre devant la véritable maison où l'histoire s'est déroulée. D'autant plus que le 619 Green Street n'existe pas. Mais comme l'histoire a été très médiatisée, il n'est pas difficile de trouver où tout s'est réellement déroulé. Et d'ailleurs, si vous voulez vous amuser un petit peu, allez voir le 284 Green Street sur Street View. Cependant, il est intéressant de se pencher sur une analyse plus profonde du choix du nombre 619 dans le contexte du film. Si on examine attentivement la plaque de rue, on peut voir ce chiffre comme une combinaison de 3 éléments. Le 6, la barre verticale et le 9. Cette composition peut être interprétée de manière symbolique. Attention, vous entrez dans la zone interprétation. Tout ce qui va être dit durant les prochaines secondes est une analyse interprétative d'un élément. Ce n'est peut-être pas ce qu'a voulu dire l'auteur, mais c'est ce qu'on peut en tirer pour expliquer et intensifier le message du film. Ceci n'est pas un exercice. Le numéro 69 est souvent associé à la dualité, symbolisant 2 éléments en opposition ou en conflit. Dans le film, cette dualité peut être observée de différentes manières. L'opposition entre 2 entités surnaturelles, Valak et Bill, la division entre ceux qui croient en l'histoire de fantômes et ceux qui pensent que c'est un canular, et le conflit intérieur de Lorraine Warren qui doit faire face à la présence démoniaque de Valak malgré sa foi. Au milieu de cette dualité, le chiffre 1 peut symboliser un point de départ ou une décision à prendre. Il semble donc que James Wan ait choisi le numéro 619 pour signifier que ce qui se passe dans cette maison va diviser les protagonistes du film et créer un conflit, marquant ainsi le début de l'intrigue. Fin de la zone interprétation. Retour dans une zone plus tranquille. Merci de votre coopération. Bisous ma gueule. Le film suit en grande partie le déroulement réel de l'affaire, avec une séance de spiritisme impliquant une planche Ouija comme point de départ des phénomènes paranormaux.
Cependant, il prend quelques libertés par rapport à la chronologie des événements. Dans la réalité, c'est dès la première nuit que la famille a été confrontée à des manifestations terrifiantes, notamment des lits qui tremblaient, des bruits de coups dans les murs et le déplacement de la commode, ce qui les a poussés à se réfugier chez les voisins. Pour créer une tension progressive dans l'intrigue, le film choisit de segmenter les phénomènes et de se concentrer d'abord sur Janet. Dans le film, Janet est d'abord téléportée dans le salon, avant de retourner dans sa chambre, tandis qu'on entend quelqu'un taper à la porte sans que personne ne soit derrière. La nuit suivante, elle commence à parler à l'entité qui sera plus tard identifiée comme étant Bill, le tout sous les yeux de sa sœur Margaret qui pense qu'il s'agit de somnambulisme. Pendant ce temps, le jeune Billy voit son camion de pompiers bouger de manière autonome depuis sa petite cabane dans le couloir et entend un cri, tandis que Janet continue de faire des téléportations. C'est seulement le 3e jour que les phénomènes prennent encore plus d'ampleur, en faisant monter la tension dramatique. Dans une scène imaginée par le film, Janet semble malade et se retrouve seule chez elle pendant que sa mère est au travail et ses frères et sœurs à l'école. Ouais, elle est malade, bien sûr. On assiste alors à une bataille de changement de chaîne dans le but de davantage concentrer l'attention sur Bill en tant qu'entité perturbante. Puis la scène où les lits bougent et la commode se déplace sous les yeux de la famille reprend l'essence de l'histoire réelle. Les voisins inspectant la maison ainsi que l'arrivée de 2 policiers sont des éléments qui correspondent à la réalité, tout comme les bruits dans les murs et la chaise de cuisine qui se déplace, mentionnée par l'agent Ips. Le film introduit également le journaliste et un Maurice Grosse plutôt ressemblant, avec une séquence qui reprend l'interview de Janet et Margaret et la première communication avec Bill, l'entité présumée hantant les lieux. De leur côté, les Warren connaissent leurs premières interactions avec le démon Valak, ce qui est une pure création pour renforcer le scénario avec une menace tangible, tout comme la venue du père Gordon pour leur parler de ce qu'il se passe à Enfield. Comme on le sait, c'est normalement Guy Lyon Playfair qui a rejoint Maurice Grosse sur les lieux. Comme son personnage est totalement absent, son rôle est transféré aux Warren, ce qui rend leur implication bien plus importante qu'en réalité. Le couple arrive sur place, il ne se passe pas grand chose jusqu'à la scène de l'échange entre Ed et Bill, qui est le point culminant du film et reprend les éléments de la vraie histoire, notamment l'instruction de ne pas regarder Janet pendant que Bill s'exprime et l'utilisation de l'eau dans la bouche pour s'assurer que ce n'est pas elle qui parle. Et c'est là que la scène est brillante, la transformation progressive de l'apparence de Janet en celle de l'entité présumée Bill, créant une atmosphère terrifiante. Perso, j'ai toujours l'impression de voir un des extraterrestres du film Bad Taste. Vous avez vu? Dégueulasse. La suite du film enchaîne les événements en faisant parfois référence à la réalité, comme lorsque Janet se fait étrangler par le rideau de la chambre, ou en étant complètement fictif, comme la scène durant laquelle toutes les croix catholiques se retournent. Plus tard, le film présente une réunion entre les différents experts ayant enquêté sur l'affaire, notamment Maurice Grosse, le chercheur du SPR, Graham Morris, le photographe du journal, Anita Gregory, la psychologue, et les Warren. Et cette scène est intéressante car elle concentre le débat central du film, à savoir si les événements sont réellement paranormaux ou s'ils sont le résultat d'un canular. Et c'est d'ailleurs sur cette piste que les Warren vont devoir émettre leur première conclusion, en découvrant que Janet a volontairement tordu des cuillères. Cependant, le film parvient à trouver une explication en accusant la voix d'avoir forcé Janet à agir de cette manière. Cette nouvelle direction permet au film de prendre une nouvelle tournure complètement fictive dans son dernier acte, où les Warren font face au démon Valak. Ce qui fait passer le film dans un univers complètement surnaturel. Parce que c'est tout ce qu'est Conjuring, un film d'horreur. Et donner autant d'importance aux Warren alors qu'apparemment ils n'étaient pas là lors de la véritable histoire, eh ben, c'est pas grave. L'important, c'est que ça fonctionne. Et pour rendre l'ambiance encore plus terrifiante, le film introduit l'homme tordu. Si on devait analyser son rôle dans l'histoire, on peut trouver quelques éléments intéressants. Tout d'abord, comme on le sait, le personnage est une des formes que prend Valak. Tout comme le démon se présente comme une nonne devant Lorraine Warren, il devient le personnage de la comptine que le jeune Billy essaye de chanter pour faire disparaître son bégaiement. On en déduit donc que pour troubler les vivants, l'entité prend la forme de quelque chose qu'il aime et vient les pervertir. Ici, l'homme tordu, à travers sa forme grotesque, vient représenter le problème de locution du jeune garçon, qui est moqué par ses camarades. Au lieu d'être un instrument qui est censé l'aider dans son problème, il devient une menace, et son apparence souligne l'anormalité du jeune garçon.
Et la comptine, avec le temps, perd tout son caractère innocent pour devenir beaucoup plus sinistre. La saga Conjuring permet de s'amuser sur de nombreux sujets. Alors, même si c'est avant tout un film d'horreur, ça va nous parler de notre enfance, de notre rapport avec les autres, ou le combat entre le bien et le mal. Et si là on a décidé d'inclure les Warren dans une histoire qu'ils n'ont jamais vraiment connue, on peut le faire avec n'importe quoi d'autre. Comme Pokémon par exemple. Que pensez-vous de cette voix? Il semble confus. Est-ce qu'il est sénile? La voix sur cet enregistrement provient d'une jeune fille de 11 ans. On ne vous oblige à agir d'aucune façon. S'il s'agit d'une supercherie, vous faites vos valises et revenez. Mais si ce n'en est pas une, eh bien, il y a une famille à Londres qui a désespérément besoin d'un coup de main. Allez, c'est parti. C'est un gros boulot, voilà ce que c'est. Et d'ailleurs, petit, on va pas aller voir les flics. Et j'ai dit à ce qui se cachait sous mon lit qu'il ferait mieux de partir, ou Dieu allait lui botter les fesses. Sans mon doigt. Je refuse de sentir ton doigt. Il doit quand même y avoir une explication. Il nous a chié dessus. Est-ce qu'ils ont trouvé un corps? On a quand même un mystère à résoudre. Lequel? Le tien.